Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine, avec nos visiteurs du dimanche, aujourd'hui l'ancien ministre Hubert Védrine, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, le philosophe François-Xavier Bellamy et Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. C'était en novembre 2015, il y aura bientôt 2 ans en France, l'horreur des attentats du Bataclan, le sentiment que Daesh était invincible, que de son califat irako-syrien, elle allait orchestrer durablement notre cauchemar. Et puis en cette fin octobre, Raqqa après Mossoul est tombé et le fantôme du califat avec. Pourtant, personne ne triomphe, avec une géopolitique du Moyen-Orient plus que jamais instable, une Afrique de la Libye au Mali toujours fragile, un bastion djihadiste menaçant dans la région des Philippines, et partout, une jeunesse à entraîner vers d'autres horizons que celui des radicalités. Daesh qui n'a pas renoncé non plus à la guerre des images, diffusant mercredi un photomontage du footballeur Lionel Messi ensanglanté derrière des barreaux, avec cette légende, vous êtes en train de combattre un État qui n'a pas le mot échec dans son dictionnaire. Octobre 2017, Paris, 10 rue de Solferino. Le bel hôtel particulier de la famille socialiste est officiellement en vente. Banqueroute électorale, financière, programmatique, le PS cherche une nouvelle adresse, plus loin des lieux de pouvoir, plus près des classes populaires. Une nouvelle adresse, de nouveaux leaders et surtout une vraie réflexion refondation, parce que le tout sauf Macron et Mélenchon semble un peu court, parce qu'ailleurs aussi, le socialisme battu en Espagne, en Italie, en Allemagne doit se réinventer, et la question lancinante est si les sociaux-démocrates avaient vécu, comme le pensait déjà Aragon dans le contexte évidemment différent des années 1930, écrivant dans son célèbre Front rouge « Feu sur les ours savants de la social-démocratie », et un peu plus loin dans son texte, j'assiste à l'écrasement d'un monde hors d'usage. Nous avons un drapeau clair, net, sans tache, honnête, loyal, fier. Il s'appelle la France insoumise. Et ya basta! Dégagez-les, c'est le moment! Sortez-les tous! Je me considère toujours socialiste dans les engagements qui ont été les miens. Je considère juste que le socialisme ne s'épanouit plus dans le Parti socialiste. Qui ne voit pas que quand vous avez un morceau de glace qui se décroche comme cela vient de plus longtemps, d'un phénomène d'érosion lent. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut regarder d'où vient cette défaite. Gilles Finkelstein, bienvenue à vous. Dans l'Esprit public, érosion du Parti socialiste qui vient de loin, disait Hamon cette semaine sur France Inter. Sortez-les tous, on s'en souvient, criait Mélenchon pendant la campagne. Inventer une autre gauche après la défaite, on y est en ce mois d'octobre 2017. On va le rappeler, les Verts sont pulvérisés, les communistes balayés, les socialistes ruinés, esseulés, divisés entre ceux qui sont déjà partis chez Mélenchon, ceux qui restent encore un peu au PS et ceux qui sont tentés aussi par le M17-17 de Benoît Hamon. À quel stade elle en est, la gauche, de sa décomposition, recomposition? Oui, et sans oublier ceux qui ont voté Macron, et parfois dès le premier tour de l'élection présidentielle. Vous avez eu raison de le souligner d'emblée, c'est une crise globale. Elle est globale au sens où elle touche tous les pays. La France, évidemment, en l'espace de 5 ans, le Parti socialiste est passé d'une situation dans laquelle il disposait du maximum de levier de pouvoir de toute son histoire à une situation dans laquelle, aux élections législatives, il réalise son pire score depuis 1906. Mais c'est aussi une crise européenne. Les dernières élections qui se sont déroulées en République tchèque, en Autriche, en Allemagne, avant aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, ont généralement une caractéristique commune, c'est que le Parti socialiste ou le Parti social-démocrate, il réalise le plus mauvais score de toute son histoire. Donc elle est française, elle est européenne, elle est internationale aussi, notamment en Amérique latine. Quand on regarde aujourd'hui la composition du G20, les forces social-démocrates y sont totalement absentes. Donc elle touche tous les pays et elle touche toutes les questions, c'est-à-dire non seulement le projet, la stratégie, c'est-à-dire la stratégie d'alliance qui partout est interrogée, l'organisation, quelles sont aujourd'hui les fonctions d'un parti politique et a fortiori d'un parti socialiste, une question de leadership. Donc c'est une crise qui est extrêmement profonde. Je ne sais pas si on est dans la situation qu'évoquait Aragon il y a maintenant 70 ans, mais elle est très sérieuse dans ses conséquences parce que ce n'est pas une crise électorale, c'est le pronostic vital de la social-démocratie qui est aujourd'hui engagé. Mais je crois que ça va même au-delà. C'est une crise sérieuse dans sa signification parce que
c'est pas seulement la social-démocratie qui est en cause, c'est un symptôme d'une crise plus large de la démocratie représentative, de la classique, et peut-être d'une certaine manière du modèle européen. C'est la question que je voulais en effet vous poser, Hubert Védrine. Est-ce que toutes les gauches sont malades ou spécifiquement la social-démocratie ? D'abord, je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Gilles Finkelstein. Deuxièmement, je pense que c'est une vraie tendance historique. Les gauches modernes, telles qu'on les a connues en Europe, sont nées d'une réaction à la violence et la dureté de la mutation industrielle, le monde décrit par Zola, Dickens. Bon, il y a une réaction très 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 forte, infiniment justifiée, qui a horriblement handicapé, ce qui est une grande partie de ce mouvement, de cette réaction qui s'aligne sur ce qui est devenu le communisme en URSS, après le coup d'État bolchevique. Donc après, ça divise les gauches. Mais le rameau social-démocrate avait eu l'immense mérite de comprendre qu'on ne réglerait rien par une sorte de, disons, de totalitarisme égalitariste, mais qu'il fallait produire avant de distribuer, pour résumer. Donc la social-démocratie a compris l'économie moderne avant les autres. Mais elle a pas bien réussi dans la période récente à donner une réponse raisonnable aux aspirations des peuples, si je résume énormément, qui veulent garder une certaine identité quand même dans le magma mondial, une certaine souveraineté quand même, et avoir de la sécurité. Et la social-démocratie soit a fait l'impasse, soit a essayé de répondre, mais pas bien, et s'est fait doubler sur ces thèmes-là par d'autres qui ont apporté des réponses extrémistes. Pas acceptables, enfin bon. Donc je crois que c'est un phénomène très global, en effet, pas du tout uniquement français, pas que social-démocrate, et qu'on est dans un temps malmené par la mondialisation qui est à la fois prodigieusement enrichissante et extrêmement perturbante, dans lesquelles les réponses ne sont pas du tout évidentes. Et je ne crois pas du tout qu'elles puissent survivre ou se redresser simplement à coup de rétroviseur. Comment elles sont dans un monde complètement différent qui a à peu près disparu. Je ne veux pas dire que les désirs d'égalité des chances, d'amélioration de la vie aient disparu, mais elle ne peut pas se refaire, à mon avis, uniquement sur l'écologie, parce que l'obligation d'écologisation va s'imposer absolument tout le monde. C'est beaucoup plus porté d'ailleurs par le monde économique, industriel, par la recherche, la technologie, les innovations que par les forces politiques, mais il faut faire les deux. Mais ceux qui sont issus de la social-démocratie ne sont pas propriétaires de ce segment, même si les écologistes ont globalement échoué, donc c'est relativement disponible. Mais donc du coup, c'est très compliqué. Voilà, pour moi, c'est une vraie tendance de fond complexe. Quant à la démocratie représentative, elle est mise en péril, mais ce n'est pas uniquement le problème des sociaux-démocrates, c'est que elle est contestée au nom de la démocratie directe, qui serait une espèce de dictature généralisée dans l'instant en plus. Parce qu'avec les portables, on pourrait faire décider tout le monde à chaque minute. Est-ce qu'on rétablit la peine de mort ou pas, entre autres sujets. Donc, est-ce que la démocratie participative perfectionnée peut être une façon d'échapper à ce dilemme ? Je le souhaite vivement, mais je n'en suis pas sûr. François-Xavier Bellamy, vous regardez cela de l'autre rive de l'échiquier politique, mais comme vous êtes un philosophe, cela ne vous empêche pas de l'analyser. Et puis de fait, comme le disait Gilles Finkelstein, pardonnez-moi à l'instant, ce qui est en jeu, c'est une crise plus profonde de notre démocratie et pas seulement d'un camp politique à l'intérieur de ces démocraties. J'aurais du mal à porter un regard aussi éclairé sur l'actualité internationale de cette crise de la social-démocratie. Mais pour ce qui nous concerne en France, il me semble que... je crois que ce que disait Hubert Védrine est très important. Il se joue une question d'ajustement de cette force politique à la situation économique contemporaine. Et ce qui a été vécu certainement de façon douloureuse par l'électorat de gauche au cours du dernier quinquennat, c'est le sentiment d'une forme de conversion qui n'avait pas forcément été annoncée. François Hollande se fait élire avec le slogan « Le changement, c'est maintenant ». Et puis pour quelques années plus tard, finalement envoyer son Premier ministre déclarer à l'université d'été du MEDEF « J'aime l'entreprise ». Il y a une forme même si ce sont des symboles, de retournement quant à la situation de l'avenir économique. Et au fond, peut-être sommes-nous en train de vivre avec quelques années de retard les conséquences de l'effondrement du mur de Berlin. C'est-à-dire que, voilà, enfin nous avons acté que plus personne n'avait envie de fuir à l'Est et que ça n'était pas un système économique qui était enviable. Maintenant, ce qui se joue de manière beaucoup plus profonde, me semble-t-il, et ce qui nous concerne tous sur l'échiquier politique, ce qui nous concerne tous comme citoyens, c'est la question, me semble-t-il, précisément du rapport de la politique à l'économie. Axel Honneth, dans l'idée du socialisme, indique que le péché originel du socialisme a été peut-être de se concentrer exclusivement sur la question économique. Et sur la classe ouvrière.
Ce seraient les deux péchés originels du socialisme. Et sur une classe sociale en particulier, au lieu de proposer un modèle politique qui pourrait parler à tous. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes conduits à réinterroger le rapport du politique à l'économique, avec sans doute deux écueils possibles. L'un d'entre eux consistant à croire, comme sans doute le marxisme l'avait fait, que tout est au fond économique et que seule l'économie compte. C'est peut-être d'ailleurs paradoxalement l'erreur dans laquelle un Emmanuel Macron serait susceptible de tomber. Mais un autre écueil consisterait à croire que finalement le politique n'a plus de pouvoir sur l'économie, qu'il ne peut plus que laisser faire des évolutions inéluctables et que par conséquent toute la vision de l'émancipation que la politique doit apporter doit se réfugier du social au sociétal, ce qui peut-être a été là aussi une erreur de la social-démocratie dans les dernières années, en France en particulier. Sylvie Kaufmann. Oui, vous avez commencé, Émilie, en votre introduction en parlant d'octobre 17, et j'ai un peu sursauté, parce que je ne prétends pas comparer l'ampleur de l'événement de la vente du siège du PS rue Solferino à ce qui s'est passé en octobre 1917, mais tout d'un coup, on se dit, tiens, et si c'est effectivement la fin d'un cycle de gauche, même si on parle de gauche différente. Moi, je crois que ce qui est intéressant aussi dans cette agonie ou cette mort du socialisme, de la social-démocratie, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, quand on peut trouver aussi des moments clés, 1989, 2005, le référendum européen peut-être, la crise de 2008 aussi. Enfin, il y a des étapes certainement. Mais je crois qu'on ne peut pas imaginer l'avenir si on n'analyse pas les causes de cet effondrement. Alors, Jacques Julliard, dans un livre là, qui vient de publier, non pas l'esprit public, l'esprit du peuple, a sa propre analyse à ce naufrage électoral. Il note aussi au passage, dans ce naufrage électoral, un chiffre qui a, à mon avis, beaucoup de sens, c'est que 60% des ouvriers, enfin ce qu'on considère comme ouvriers, ont voté pour Marine Le Pen le 23 avril. Donc c'est ce qu'il appelle le grand remplacement de la gauche socialo-communiste du passé par le populisme d'extrême droite. Le 7 mai, au deuxième tour. Au deuxième tour, pardon, oui, absolument, tout à fait. Et donc, pour lui, ce qui s'est passé, c'est que depuis la mort de François Mitterrand, le Parti socialiste a abandonné son système de valeurs et a procédé à un changement du modèle culturel. Et il y a trois valeurs clés qu'il cite: l'école, avec l'équilibre entre la justice et le progrès, qui était cet équilibre rêvé par la République et la gauche, et cet équilibre à son sens a été rompu. L'objectif de l'égalité s'est substitué à celui de la diffusion du savoir. La deuxième valeur, c'est la laïcité, qui a changé de camp, toujours d'après lui. La laïcité traditionnellement était de gauche, elle est devenue maintenant de droite, voire d'extrême droite. Troisième valeur, la sécurité, sur laquelle la gauche a négligé ou même nié le besoin de sécurité des citoyens face à la montée de la violence. Bon, il en ajoute une autre qui est la nation. Bon, tout ça, c'est le concept de nation et l'idée de la France. Et là, on arrive à la question de la mondialisation, sans doute. Il y a d'autres explications. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que la gauche en France en particulier, alors ça c'est une caractéristique française, la gauche a échoué la gauche au pouvoir, et elle a quand même été sur les 36 ans depuis l'élection de François Mitterrand. La gauche a été au pouvoir, à gouverner en France pendant 20 ans. C'est quand même beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? Le chômage de masse, qu'elle n'est pas arrivée à maîtriser, l'échec de l'ascenseur social, l'échec de l'intégration des minorités. Voilà, tout ça, ce sont aussi des valeurs de gauche, des choses sur lesquelles on attendait la gauche. Ce sont des combats sur lesquels on attendait la social-démocratie et la gauche, et sur lesquels elle a échoué. Gilles Finkelstein, pour reprendre à la fois ce qu'ont dit François-Xavier et Sylvie, est-ce que vous êtes d'accord plutôt avec le diagnostic d'Axel Honneth, en effet, qui pense que le socialisme a failli dès le départ et qu'il y a finalement deux péchés originels du socialisme, ou que c'est dans l'exercice du pouvoir, comme nous le rappelait Sylvie Kaufmann, que le socialisme ou la social-démocratie a déçu? Alors, il y a des causes, disons, immédiates et nationales, et je crois qu'il faudra essayer de faire lucidement
le bilan de ce quinquennat et de le faire de manière sérieuse. En tout cas, la Fondation Jean Jaurès va le faire. Et je crois que c'est très important si on veut essayer de reconstruire. Il y a toujours dans une défaite, après une défaite électorale, de manière très classique, une bataille d'interprétation sur l'origine de la défaite. Alors, les premiers diront la division, c'est les frondeurs qui ont rendu illisible toute l'action du gouvernement. Les seconds diront trahison, c'est le programme qui n'a pas été appliqué, c'est le discours du Bourget qui ne s'est pas réalisé. Incarnation ou déficit d'incarnation, diront les troisièmes. Ma conviction, c'est que les Français ont perçu un problème de cohérence entre, pour le dire de manière trop rapide, une politique qui était, au fur et à mesure que le quinquennat s'avançait, de plus en plus social-libéral, et il n'y a pas de connotation négative nécessairement derrière, un discours qui était social-démocrate à bas bruit, parce que François Hollande ne déteste rien tant que de théoriser son action. Donc ne l'assumait pas. Et une tactique qui était très classiquement socialiste, n'ouvrant pas vers le centre après l'élection présidentielle au moment où il pouvait le faire, ne sanctionnant pas ceux les frondeurs au moment où il aurait peut-être dû le faire, et que les Français ont perçu ce problème de cohérence. Donc ça, c'est les causes, disons, immédiates et nationales, mais sur lesquelles il faudrait aller beaucoup plus loin. Et puis, Hubert a raison de le signaler, il y a évidemment, et Sylvie Kaufmann aussi, des causes lointaines, globales, qui tiennent pour une partie à l'épuisement des moyens. C'est-à-dire que les outils qui étaient les outils traditionnels de la social-démocratie, l'État, les corps intermédiaires, les partis, les syndicats, sont tous dans un état évidemment beaucoup plus faible. Et même l'idée du compromis, toute la modération qui est celle de la social-démocratie n'est pas à la mode aujourd'hui. Donc il y a les moyens, et puis il y a plus fondamentalement la question des finalités. Alors Hubert Védrine dit il y a des questions, et il a raison, qui n'ont pas été intégrées dans le logiciel social-démocrate, sur lesquels les sociodémocrates n'ont pas travaillé depuis longtemps, les questions d'identité, les questions de souveraineté. L'intégration de la problématique de l'individu et quand même de l'écologie reste un défi qui est devant, et je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis plus fondamentalement, je termine par là, les deux questions qui ont structuré la social-démocratie pendant toute son histoire, l'approfondissement démocratique, la question de l'égalité, de la justice sociale, ces questions-là doivent être repensées en profondeur, notamment Sylvie Kaufmann a raison de le dire, la question de la justice qui a été pour beaucoup de sociodémocrates conçue seulement comme de la redistribution, alors qu'il y a beaucoup d'autres outils qui sont plus opérants. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Védrine, on a le sentiment que pour l'instant, la gauche ne s'interroge que sur le cadre formel de sa renaissance. En tout cas, c'est cela qu'on lit beaucoup dans les journaux. Alors, il y a ceux pour qui le Parti socialiste est un vieux parti mort, ceux qui pensent d'ailleurs que les partis à la papa, le principe même du parti a peut-être vécu, que la mode est au mouvement, d'ailleurs aux organisations participatives. Tous lancent des consultations, que ce soit Mélenchon, Hamon, le PS, en vue de leurs congrès respectifs. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste est mort, pour dire les choses clairement ? J'en sais rien. Enfin, ce qu'on lit dans les journaux est conjoncturel, par définition. Ce que je crois, c'est qu'on ne reconnaîtra pas à nouveau la situation que François Mitterrand avait réussi à créer de 71 à 81. D'abord parce que personne n'a son talent de sorcier. Il avait réussi à rassembler, ça allait vraiment de gauchistes qui étaient restés dans leur tête extrémistes jusqu'à des centristes tout à fait ultra-modérés. Bon, parce que l'alternance n'avait pas eu lieu. En plus du talent de Mitterrand, il y a un élément magique, l'alternance. Moi, j'ai connu des leaders gauchistes, je ne dirai pas les noms ici, qui m'ont dit on aurait pu quand même évoluer comme la bande Abadère. Ils n'étaient pas loin quand même, beaucoup d'entre eux, ou comme les Italiens. Ils disaient mais il y avait la perspective de l'union de la gauche, de l'alternance, et on pensait qu'on allait pouvoir s'infiltrer dans tout ça en fait. Donc un élément de magie presque. Alternance, c'est plus le cas aujourd'hui. Ça ne sera pas le cas demain, ou alors il faudrait qu'un seul parti au pouvoir pendant 35 ans pour que l'alternance redevienne tout à fait désirable. Donc je ne crois pas que ça puisse recommencer sous cette forme. Qu'il y ait un parti socialiste parmi d'autres, dans la gauche rééclatée, comme autrefois, qui ait des positions plus ou moins dures, plus ou moins à gauche, plus ou moins centre-gauche, qui soient ni macroniennes, ni mélenchonistes, ça c'est pas impossible ça, mais c'est pas un pôle de rassemblement. Donc je ne crois pas à cette hypothèse. Et après, on revient aux questions de fond dont on a parlé tout à l'heure, qui sont celles de
l'adaptation à la mondialisation, est-ce qu'on s'adapte complètement, sur quoi on résiste, sur quoi on corrige, qu'est-ce qu'on fait, démocratie, comment on traite ça, le débat qui commence à peine chez les démocrates américains avec une extrême violence, est-ce que c'est une politique de ne miser que sur les minorités, en les excitant au maximum, et au bout d'un moment, il y a quand même au moins la moitié des gens qui ne suivent pas. Tous ces débats, ils sont pas surmontés, Gilles a raison. Il y a beaucoup de débats qui sont devant nous sur ces questions. Alors, puisque vous parliez, Hubert Védrine, de cette magie qui existait et qui ne reviendra sans doute pas, justement, revenons quelques instants sur ce temps béni des socialistes s'installant rue de Solferino. C'est différent. Et on va écouter cet archivina de mars 1981. Nous sommes en pleine campagne. Le 10 rue de Solferino est une véritable ruche bourdonnante où règne la garde rapprochée du candidat Mitterrand. C'était hier, c'était il y a une éternité, et c'était un reportage signé du jeune Bruno Mazur. Contrairement à la campagne de 1974 où François Mitterrand avait installé une grande partie de son état-major à la Tour Montparnasse, cette fois toute l'équipe est regroupée au nouveau siège du PS rue de Solferino. Pièce centrale du dispositif, le conseil politique qui regroupe autour du candidat les principaux animateurs du parti, de Jean-Pierre Chevènement à Michel Rocard, en passant par Pierre Mauroy, porte-parole personnel du candidat, à Lionel Jospin, patron du parti. Une seule femme dans ce conseil politique, Véronique Neyers, 38 ans, documentaliste, chargée des relations internationales et de la lutte des femmes. Mais il ne s'agit pas d'agiter les idées, il faut les faire passer sur le terrain. L'organisation, c'est l'affaire de ces trois hommes et surtout de Paul Quilès, 39 ans, directeur de la campagne. Cet organisateur né est assisté de Michel Charzat, 37 ans, spécialiste de sociologie politique. Comme dans l'équipe Chirac, c'est un Corse, Joseph Franceschi, qui est responsable des meetings et de la sécurité du candidat. Pierre Jox, 46 ans, énarque, assure la lourde charge de trésorier. 20 francs, 100 francs. François Mitterrand, en présentant son organigramme, l'avait précisé très clairement, les conseillers conseillent et c'est le candidat et lui seul qui décide. Et ça ressemble beaucoup à du Emmanuel Macron. Sylvie Kaufmann, dans le conseil politique de François Mitterrand à l'époque, on a Chevènement, Rocard, Mauroy, c'est-à-dire déjà trois gauches fondamentalement différentes. Oui, non, on est vraiment dans un autre monde. C'est extraordinaire ce document. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Hubert Védrine tout à l'heure, en parlant peut-être du futur parti politique, et je crois que, ou du possible futur parti politique après le Parti socialiste, je crois que une des clés aussi de ce qui se passe en ce moment, c'est que est-ce qu'il y aura encore des partis politiques en France? On est en train de fonctionner pratiquement sans parti politique en ce moment. J'ai lu l'interview de l'entretien que Benoît Hamon a donné au Monde cette semaine. C'est très intéressant à la lumière de ce concept, parce qu'il ne parle pas de ça, il parle de résister, de résistance, il parle de poser des actes de résistance, c'est une expression que je trouve intéressante. Je sais qu'on pose des RTT, mais poser des actes de résistance et des actes politiques, mais bon, résister à quoi? Mener une bataille culturelle de gauche. Voilà, tout ça est quand même... On voit qu'entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, il y a un abandon de la structuration en parti politique qui était aussi une autre marque de la gauche. Et à l'étranger, on voit ça aussi. C'est-à-dire, vous parliez des États-Unis. Le Parti démocrate, ne s'est toujours pas remis en tant que parti de la victoire de l'élection de Donald Trump. Et dans cette recherche que font les gens de gauche aux États-Unis, on parle aussi de résistance. Ce mot apparaît beaucoup. Il y a un mouvement qui a émergé qui s'appelle le mouvement indivisible, qui mène des actions assez importantes sur le terrain politique. Il y a la marche des femmes après le lendemain de l'élection, de l'entrée en fonction de Donald Trump, qui a essaimé aussi en mouvement de femmes. Il y a un mouvement qui s'appelle les démocrates socialistes d'Amérique, et qui précise, mais nous ne sommes pas un parti. Voilà, et au milieu de tout ça, il y a Bernie Sanders qui s'agite, mais qui n'est pas lui-même démocrate. Donc tout ça, on voit les germes de quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas ce que ça sera. François-Xavier Bellamy, ça fait un moment dans cette émission que vous nous dites, avec la génération que vous incarnez, puisque vous êtes né en 1985, je crois, que vous nous dites que vous ne croyez plus forcément à l'obligation des partis pour structurer la vie politique. Ça existe d'ailleurs aussi dans votre camp à vous. On va faire une rapide digression. Des gens comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ne se précipitent pas vers les Républicains en ce moment. Ils créent leur club, leur mouvement. Est-ce que ça fait partie d'un air du temps générationnel qui peut devenir structurel ou structurant de la vie politique?
Je ne dirais pas que je ne crois pas aux partis politiques en tant que tels. Il me semble que les partis politiques sont d'une manière ou d'une autre nécessaires pour l'expression démocratique. Et d'ailleurs, la constitution de notre propre République le précise. Et d'ailleurs, quand on y regarde bien, on voit bien que la forme partisane en tant que telle, même si elle n'est pas assumée avec ce nom, elle est toujours pratiquée avec des règles qui n'ont pas changé. Quand on voit que Emmanuel Macron vient de désigner le futur directeur général du parti présidentiel, on voit qu'en réalité, derrière ce qu'En Marche voulait incarner, c'est-à-dire un mouvement décentralisé, participatif, qui viendrait du terrain, il y a en réalité une forme de centralisme qui nous rappelle les archaïsmes les plus classiques en matière partisan. Ce qui est certain, en revanche, c'est que je ne crois pas que les partis politiques tels qu'ils existaient réussissent à exprimer correctement ou de manière adéquate les vrais enjeux démocratiques ou les vrais enjeux du dialogue démocratique qui vient. Et ce qui est en train de se produire à travers ce foisonnement de mouvements qu'on observe aussi en France, bien sûr, c'était passionnant de vous entendre parler de la situation américaine, ce foisonnement de mouvements, il va forcément être amené un jour ou l'autre à retomber et à se cristalliser pour réussir à coller à ces enjeux démocratiques qui nous attendent. On parlait de la question de l'écologie, on parlait de la question du rapport à l'économie, de la question de la façon dont on interprète la justice. Prenez ce que dit Julliard, par exemple, la question de l'école. C'est une question dont on voit bien que la manière dont elle est perçue aujourd'hui ne recouvre pas exactement les clivages partisans tels qu'ils existaient. Et les vraies lignes de fracture, en fait, elles traversent les partis traditionnels plus qu'elles ne passent entre eux. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il va sans doute se passer dans les années qui viennent une recristallisation du paysage démocratique dans lequel des recompositions peut-être inattendues sont à prévoir. Alors, parce que nous sommes dans des recristallisations, Hubert Védrine, est-ce que vous pensez, dans cet ordre d'idées-là, que le macronisme est social-démocrate ? J'en sais rien, mais c'est pas comme ça d'ailleurs que lui-même pose la question, lui en même temps, vous savez, c'est selon les sujets, c'est une combinaison originale qui se crée en marchant, et on verra quand on aura un peu plus de recul comment ça se constitue. Mais je voulais dire à Sylvie que moi, j'ai pas du tout parlé de l'avenir du parti, d'un parti de gauche, ni des partis en général, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, non, parce que c'était la question, mais personnellement, je crois pas non plus que les partis puissent survivre ou se reconstituer sur la base d'autrefois, dans le monde où ils étaient nés, où les gens étaient informés de rien, ils se réunissaient à des réunions de section, tout je sais pas quoi, pour apprendre des choses. Bon, pour voter des textes, c'est terminé, ça, c'est complètement terminé. Donc, dans la société où on est, on verra naître et disparaître, ou renaître, ou prospérer, on n'en sait rien. Des rassemblements, des espèces de coalitions momentanées, comme vous savez, ce qui circule dans Paris, venez tous en blanc à tel endroit, parce qu'il y a un dîner improvisé. Bon, il y a des rassemblements de ce genre, en fait, qui peuvent être absolument énormes. Rappelez-vous les printemps arabes aussi, qui d'ailleurs ont échoué à peu près partout, mais qui est un résultat de la connexion, ça. Donc des individus connectés, très nombreux, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Oui, c'est extrêmement fragile. Pour faire quoi ? Alors pour faire gagner quelqu'un aux élections, peut-être pour le soutenir, puis après les gens se dispersent dans d'autres activités, pour empêcher un équipement public je ne sais pas où, pour faire promouvoir une idée, pour mener un combat, pour dénoncer je ne sais qui, puisqu'on va vers des sociétés de dénonciation. À Venise, c'était plus politique. Ah non, je n'ai pas dit que c'était un projet politique. Je m'attends à ce que ça peut être un projet politique à un moment donné. Faire élire quelqu'un, le soutenir dans son action, ou le contester, ou l'abattre, je ne sais quoi. C'est fragile, c'est très changeant, c'est une sorte de vol des tourneaux, et c'est pas du tout évident de recanaliser ça dans une structure politique constante, où les gens ultra-individualistes se reconnaissent dans un sorte d'arbitrage rendu par le Congrès numéro je ne sais pas combien. Et on va donner la lourde tâche à Gilles Finkelstein de conclure cette première partie, à la fois sur l'avenir de la social-démocratie et sur l'avenir du parti. Eh bien, je vais repartir de votre reportage, l'inauguration en 1980 ou 81 de Solferino, François Mitterrand, le magicien, comme disait Hubert Védrine, ce conseil politique avec trois gauches, comme disait Sylvie Kaufmann. La force du Parti socialiste, je vais dire des choses qui paraissent non seulement banales, mais peut-être même un truisme. La force du Parti socialiste à cette époque, c'est sa force.
Ça veut dire que s'agrègent autour du Parti socialiste, parce que ce sont les forces centripètes qui dominent, des gens qui sont plus à gauche, des gens qui sont plus à droite, des gens qui viennent d'ailleurs. Et la faiblesse du Parti socialiste aujourd'hui, c'est sa faiblesse, c'est-à-dire que c'est exactement le phénomène inverse qui est en train de se reproduire. À partir de là, il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario de marginalisation, seul, en alliance avec d'autres, mais exactement sur ce que disait Sylvie Kaufmann tout à l'heure, c'est-à-dire un parti qui considère qu'il n'a plus vocation à gouverner, mais seulement à résister, à être non plus un parti qui conquiert le pouvoir, mais un mouvement qui s'oppose. Ça, c'est un choix stratégique et c'est une question qui ne se pose pas seulement aux socialistes français, qui se pose à peu près partout ailleurs. Et puis, il y a un deuxième scénario qu'on ne peut pas exclure, qui est un scénario de refondation. On a été plutôt pessimiste sur l'avenir à la fois de la social-démocratie et du Parti socialiste. Aujourd'hui, il y a quand même des leviers sur lesquels il peut s'appuyer. J'étais très frappé au moment même de la campagne présidentielle, au moment où Benoît Hamon allait faire 6% à l'élection présidentielle, vous aviez encore 15% de citoyens qui disaient le parti dont je suis le plus proche, c'est le Parti socialiste. Donc, il y a un socle, c'est 15%, un réseau d'élus locaux, il y a une mémoire dans notre histoire collective. Et donc le problème, je crois, aujourd'hui du Parti socialiste, c'est moins son adresse que son identité. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Et à présent, on va changer d'échelle pour analyser ce que déclenchent en nous ces nouvelles militaires. La chute de Raqqa, après celle de Mossoul, le califat proclamé il y a plus de 3 ans sur les territoires conquis en Syrie et en Irak touche à sa fin. Et pourtant, pas de triomphalisme dans les titres de presse et tout particulièrement en France. Car au-delà de la défaite militaire territoriale, personne n'oserait affirmer que c'est la fin de Daesh. Presque 2 ans après les attentats du Bataclan à Paris, savons-nous mettre les bons mots, poser le bon diagnostic sur l'état des forces de cette internationale de la terreur? La bataille de Raqqa est donc terminée. Le groupe État islamique a perdu sa capitale autoproclamée. Les djihadistes sont concentrés désormais dans quelques secteurs très restreints. Mais cela veut-il dire pour autant que la paix est en vue en Syrie? À Raqqa, en tout cas, les combattants de la coalition arabo-kurde soutenus par Washington ont célébré hier soir leur victoire au milieu des ruines. Nous dansons parce que nous avons chassé Daesh de Raqqa. Hubert Védrine, on entend la joie des Kurdes, mais chez nous en France et dans d'autres pays d'Europe et d'Occident, pas beaucoup de triomphalisme après la chute de Raqqa où ont été pensés, rappelons-le, les attentats parisiens, comme si on avait peur de se réjouir. Eh bien, ça serait une manifestation rarissime et à saluer de sagesse, puisque c'est évident que le terrorisme ne s'arrête pas avec la chute de Raqqa. D'ailleurs, Al-Qaïda n'avait pas de base fixe. Enfin, il y avait le système taliban en Afghanistan, mais donc il peut y avoir encore un système terroriste contre lequel il faut continuer à se protéger le mieux possible. Et ça va durer, on ne sait pas combien de temps. Donc, en tout cas, il ne faut pas du tout relâcher cet effort. Et puis regarder la situation du Sahel. Enfin, il y a d'autres endroits, d'autant que ceux qui ont survécu, les djihadistes à Mossoul ou à Raqqa, vont tenter d'aller maintenant en Libye ou ailleurs, etc. Donc c'est une tâche de longue haleine. Bon. Et ce qui est encore moins terminé, ce sont les convulsions au sein de l'islam, puisqu'il y a la dimension que l'opinion française a eu tellement de mal à appréhender pour 36 raisons françaises particulières, qu'il y a une bataille dans l'islam, à propos de laquelle nous sommes des victimes collatérales, en fait secondaires. Les victimes numéro 1, ce sont les musulmans. C'est une convulsion énorme à peu près partout, surtout dans l'islam sunnite. Alors on peut dire en Irak, la situation ne sera améliorée que si les sunnites irakiens trouvent une place normale dans le jeu politique irakien normal, ce que les Américains ont totalement échoué à faire. C'est pire encore que l'invasion, ce deuxième échec. Mais ça concerne toutes les zones du monde dans lesquelles il y a des musulmans. Il y a beaucoup de musulmans en première ligne, qui sont des musulmans modernes, réformateurs souvent, certains qui luttent contre les dérives islamistes. Certains, et il y a notamment beaucoup d'intellectuels maghrébins, beaucoup de femmes remarquables qui disent non, c'est lié à une partie de l'islam, malheureusement, on le dit à regret, mais on doit dire que. Donc vous voyez bien, il y a beaucoup de personnalités, on n'a pas le temps, mais on peut en citer 20, 30, 40 qui disent ça. Et ça, c'est un combat dans lequel les Occidentaux ne peuvent rien dire. Enfin, ils n'ont pas d'autorité théologique par rapport à ça, vous voyez, ni religieuse. Donc c'est un débat qui a lieu dans chaque pays arabo-musulman. Enfin, un débat, c'est un affrontement, c'est une controverse. Alors, il y a le roi du Maroc qui dit des choses très courageuses parce qu'il est commandeur des croyants. Le président égyptien qui a été violemment attaqué par tous les médias français au nom des droits de l'homme, mais c'est une question sérieuse.
Mais dans la plupart des médias, on a complètement oublié de dire qu'il y a un gigantesque affrontement sur l'islamisme et que les Coptes en Égypte disent c'est notre protecteur. C'est le seul qui nous protège, pas contre les musulmans en général, mais contre la furie islamiste extrémiste. Donc ça, c'est parti pour continuer assez longtemps. Et il faut le savoir, donc de ne pas être triomphaliste là-dessus. Nous, on peut se protéger, mais disons l'élimination finale du danger islamiste viendra des musulmans. Sylvie Kaufmann. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous avez noté que dans vos propres commentaires et dans ceux du reportage que vous avez passé, il y a un mot qui est totalement absent, c'est celui de victoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vainqueur dans cette chute de Daesh à Mossoul, puis à Raqqa. Les vainqueurs, théoriquement, ce sont les États-Unis, l'Iran, la Russie, qui ont fait l'Irak, voilà, qui ont fait front commun dans cette bataille, mais qui sont aussitôt séparés, puisque les États-Unis sont... Donald Trump a désigné... l'Iran comme ennemi public numéro 1 dans la région. Ensuite, la Syrie n'est pas un pays souverain, en fait, maintenant. Bachar al-Assad a sauvé son régime, mais il est soumis à des puissances tutélaires qui sont l'Iran et la Russie. Il dépend d'eux. Voilà, la Russie est de retour dans la région depuis son intervention de 2015. Elle est la seule puissance qui parle à tout le monde dans la région, à l'Arabie Saoudite, à l'Iran, à la Turquie, à Israël, mais qu'est-ce qu'elle va faire de ce pouvoir? On n'en sait rien. Et puis, comme Hubert Védrine l'a expliqué, cette chute de Raqqa, elle porte en elle les germes de conflits futurs. Et on se retrouve, et même on voit bien même au Kurdistan, où il y a eu ce référendum qui était un véritable défi. Et puis, en 2 jours, finalement, les forces irakiennes ont repris... ces territoires qui avaient été gagnés par les Kurdes autour de Kirkouk, etc. Donc on a tous les ingrédients à nouveau de conflits futurs, et c'est pour ça qu'on est inquiet, c'est pour ça que puis c'est une situation qu'on a aussi évidemment toujours beaucoup de mal à appréhender et à analyser, et on voit aussi que tout ce qu'on a construit comme stratégie antiterroriste dans nos sociétés se sont pérennisés, se sont institutionnalisés. On a progressé beaucoup. Il y a évidemment la menace, mais qui semble, d'après les milieux du renseignement, moins aiguë qu'on ne l'a craint, du retour des djihadistes, puisqu'il y avait, je crois, à un moment, 5000, sur 4 ans, on considère qu'il y a eu 5000 djihadistes européens qui ont combattu en Irak et en Syrie. Mais d'après ce que je lis des rapports des services, enfin ce que publie la presse en tout cas, je n'ai pas accès à des rapports de renseignement personnels. Beaucoup de ces gens en fait ont été tués, ont combattu jusqu'au bout. Plusieurs centaines se sont rendus. Il y a eu une stratégie américaine justement de combattre en les éliminant le plus possible. Donc la menace est sans doute quantitativement moindre qu'on ne l'a cru. Mais il reste que nous avons toujours cette menace. Et je crois qu'il y a eu 17 attentats terroristes en Europe depuis 1 an. Voilà, et la physionomie de nos villes et de nos pays et leurs arsenaux législatifs, on en reparlera sans doute. Alors on va précisément reparler maintenant. Comment vivons-nous avec le cauchemar Daesh, ce cauchemar qui a pris forme en juillet 2014 lorsqu'Abou Bakr al-Baghdadi annonçait à la mosquée Al-Nouri de Raqqa la restauration du califat, sentiment d'une très grande impuissance qui allait être renforcée par une vague d'attentats violents dans le monde entier, en France en particulier, avec le traumatisme profond de l'année 2015, de Charlie au Bataclan, et la fin de l'insouciance, vous l'avez dit Sylvie Kaufmann, pour tout un pays. Rappelez-vous notamment de François Hollande devant le Parlement à Versailles le 16 novembre 2015 et du juge antiterroriste Marc Trévidic dans son rôle préféré, celui de Cassandre. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Ils ont trop de monde, ils ont plein de monde. Donc ils peuvent faire des attentats kamikazes, ils peuvent perdre des gens, ils peuvent en envoyer autant qu'ils en veulent, et ces gens-là peuvent être arrêtés, c'est pas grave, parce que si ça marche pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça marchera la 5, la 6e. Ils ont cette grande capacité que n'a plus vraiment Al-Qaïda, c'est-à-dire de gâcher du personnel.
C'est ça, finalement. Hein. Regardez les frères Kouachi, ils ne devaient pas se faire sauter, ils n'étaient pas kamikazes à la base. C'est complètement différent là, parce que c'est l'État islamique, et l'État islamique a tous les moyens qu'il faut. Gilles Finkelstein, qu'est-ce que Daesh a changé dans nos vies, dans la vie de l'Hexagone, particulièrement dans notre manière de regarder la société française? La Fondation Jean Jaurès a commandé 2 grosses enquêtes après Charlie et après les attentats du Bataclan, à la fois enquête d'opinion auprès d'un large échantillon de Français et enquête à base d'entretiens individuels. On a publié 2 essais de Jérôme Fourquet et d'Alain Mergier. Et je crois que ça permet de comprendre ce que vous évoquez, c'est-à-dire les réactions qui ont lieu en France après la chute de Raqqa et qui ne s'expliquent pas simplement par une espèce de pessimisme congénital qui serait celui de notre peuple. On ne mesure pas, je crois, ce que ces événements ont provoqué chez le peuple français, la gravité, c'est-à-dire à la fois le niveau de préoccupation, pas seulement dans la hiérarchie des préoccupations, où notamment après le Bataclan, avec la succession en France et ailleurs d'actes terroristes, c'est devenu un des sujets de préoccupation majeurs, mais en intensité. Il y avait une phrase dans les entretiens qui est ressortie, ça nous prend la tête. C'est-à-dire ça occupe complètement notre esprit. Et il y a cette préoccupation et surtout, je crois que c'est plus profond encore, il y a eu une déstabilisation. Le mot qu'on a utilisé est le mot de dilemme. C'est-à-dire que les Français se sont vus penser une chose et son contraire et être dans la situation dans laquelle, confrontés, comme ça peut arriver parfois à ces dilemmes, ce qu'ils mobilisaient généralement comme croyance, comme conviction pour trancher ces dilemmes ne fonctionnait plus et devenait inopérant. Et donc c'est quelque chose de très profond qui explique qu'on n'ait pas eu cette satisfaction, mais que c'est une satisfaction qui est teintée d'inquiétude, d'autant plus que lorsque la guerre se mène à Raqqa ou ailleurs sur un territoire qu'elle est concentrée d'une certaine manière, c'est une guerre conventionnelle, c'est une guerre qui est classique. Avec la chute de Raqqa, la crainte sans doute de beaucoup de Français est qu'il y ait une dissémination parce que les combattants, ceux qui ne sont pas morts en tout cas, vont aller ailleurs et que ce n'est pas seulement, c'est plus qu'un réseau, ce sont presque des rhizomes et que c'est beaucoup plus décentré et beaucoup plus difficile à appréhender. Donc je crois que c'est quelque chose qui a charrié des choses très profondes chez les Français. François-Xavier Bellamy. En effet, on sait que paradoxalement, la chute de Raqqa devait produire une forme d'augmentation de la menace sur les territoires européens, parce que s'il reste il en reste forcément des djihadistes qui ont quitté ces lieux de combat, certains d'entre eux reviendront chez nous. Cela étant dit, peut-être pour revenir sur ce que disaient tout à l'heure Hubert Védrine et Sylvie Kaufmann, je me permettrai d'être moins distancié. Je crois que ça reste une victoire et qu'on peut pas nier l'importance de cette victoire pour au moins 2 raisons. D'abord parce que il y a quelques années, on craignait de voir l'État islamique s'installer pour très longtemps, avec tout ce que ça pouvait impliquer de perturbation des équilibres géopolitiques et de la possibilité d'une paix au Moyen-Orient. Là, au moins, y compris d'ailleurs en Occident. Là nous savons que le rêve du califat s'effondre et c'est quand même, ça reste une incroyable bonne nouvelle. Et il faut le dire parce que tant de combattants ont risqué parfois donner leur vie pour cette victoire que ne pas s'en réjouir serait d'une certaine manière minorer l'importance du sacrifice qu'ils ont fait, en quelque sorte pour nous aussi. Et puis la deuxième chose qui me fait penser que c'est une nouvelle réjouissante, c'est que sur un tout autre sujet, Gilles Finkelstein, vous disiez tout à l'heure que la force appelle la force, et c'est vrai que la force du califat avait un pouvoir de séduction, un pouvoir d'attraction absolument incroyable. Et donc le fait de le voir s'effondrer aujourd'hui, c'est une chance parce que c'est le risque de voir des esprits fragiles attirés par lui qui semblent s'éroder. Alors maintenant, la question demeure entière parce qu'en effet, le fait que Raqqa soit tombé, le fait que le rêve du califat s'effondre ne supprime absolument rien de cette difficulté interne à l'islam qu'évoquait Hubert Védrine et qui par contre-coup rejaillit sur nous. Et je crois que ce qui est en jeu, c'est aussi notre responsabilité devant cette situation. Alors il y a un débat
dans l'islam, que l'islam doit mener courageusement et que certains penseurs de l'islam mènent avec effectivement beaucoup de courage. Mais il y a aussi une bonne part du problème qui nous concerne. On est en plein milieu du procès d'Abdelkader Merah et ce procès est en quelque sorte aussi le procès de nos propres échecs et de nos propres insuffisances. J'en vois au moins deux. La première, c'est la question de l'école, bien sûr. Comment se fait-il que des jeunes qui ont grandi en France, qui ont passé des dizaines et des dizaines d'heures sur les bancs de notre école, de nos collèges, parfois même de nos lycées, puisque c'est le propre de beaucoup de ceux qui ont frappé le territoire français ces dernières années, comment se fait-il que nous ayons investi de façon financière aussi massivement dans leur formation, puisque l'école est aujourd'hui le premier budget de l'État, et que nous soyons à ce point incapables de prévenir une telle violence dans la façon dont ces jeunes se retournent contre le pays qui les a formés. Je ne dis pas que l'école soit toute puissante, mais l'état d'impuissance dans lequel, de toute évidence, elle se trouve aujourd'hui pour prévenir ces forces centrifuges qui éloignent des jeunes de leur propre pays est vraiment préoccupant et nous interroge tous. Ça nous renvoie à la question de savoir qui nous sommes et ce que nous avons à transmettre. Et puis, il y a aussi évidemment la question des politiques de sécurité, dont on a vu qu'elles étaient aussi en jeu derrière l'affaire Merah. En tous les cas, sur ces deux points, au moins, nous sommes conduits à nous interroger sur notre responsabilité pour l'avenir. Pour faire le lien, en effet, comme vous venez de le faire, François-Xavier Bellamy, entre l'approche hexagonale et l'approche géopolitique de ce sujet qu'est Daesh aujourd'hui, c'est important, Hubert Védrine, ce que dit François-Xavier Bellamy, sur la perte de pouvoir de séduction de ce califat qui est donc en échec en Irak et en Syrie, qu'on a vu en échec aussi cette semaine aux Philippines, sur l'île de Mindanao, dans la ville de Marawi, puisque là aussi, les djihadistes ont été chassés cette semaine, même si on sait que la menace reste très présente dans toute la région des Philippines, avec bien sûr l'Indonésie en arrière-pensée. C'est important quand même la disparition de ce fantôme-là. Bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Je suis absolument d'accord avec ça. Puisque nous parlions de la capacité à se réjouir. Il y a une combinaison. Non, mais il faut être prudent sur la suite et pas. Bon. Il y a une combinaison entre une sorte de pulsion profonde qu'on trouve dans l'histoire de l'islam à différentes époques, y compris d'ailleurs au moment de la création de l'Arabie, qui est du wahhabisme, qui est de revenir à la pureté d'origine. Parce que le monde meilleur n'est pas devant, il est derrière en fait. Donc il faut revenir à la pureté, et périodiquement il faut éliminer tous ceux qui ont dérapé par rapport à ça, qui ont dérivé. Donc quelque chose de très ancien, mais ça c'est aux théologiens musulmans de traiter la question, l'université Al-Azhar et d'autres, etc. C'est très important. Et en même temps, cet islamisme violent contemporain, qui va de islam, puis fondamentaliste, salafisme, wahhabisme, djihadisme, violence, bon... Cet islam-là, cet islamisme se nourrit des frustrations locales. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes en Europe ou au Nigeria ou chez les talibans ou aux Philippines, etc., etc. Notre travail à nous, c'est évidemment de réduire, d'assécher ça chez nous, les frustrations. Donc, éducation. Mais en même temps, il faut qu'on garde un œil sur ce qui se passe dans l'ensemble du monde arabe ou musulman, parce que c'est là où ça se jouera in fine. Et à cet égard, il y a un élément que je trouve un tout petit peu encourageant, et je le dis avec prudence, c'est qu'on commence à entendre en Arabie, autour du prince héritier qui gouverne de facto, Mohamed Ben Salman, on commence à entendre des commentaires un peu modernes, y compris sur le mode de vie, y compris sur la religion. Aussi parce que l'argent du pétrole rentre moins et qu'une économie va devoir changer. Alors, il veut changer en inventant une économie post-pétrole, on verra ce que ça donne. Mais il y a un début de prise de conscience qui ont été Frankenstein, en fait, en répandant le wahhabisme partout, en le finançant à haute dose, pour contrer à l'époque, à l'origine, la révolution iranienne et sa séduction, en fait. Donc le wahhabisme partout, y compris en Belgique ou chez nous. Bon. Et donc ils commencent à comprendre qu'ils ont créé une sorte de monstre qui se retourne contre eux maintenant. Donc il y a un début, tout petit début. Par exemple, ils ont limité les pouvoirs, vous savez, des brigades de vertu, là, qui dans les rues pouvaient terroriser les femmes mal voilées et compagnie. Bon. Dans le discours public, il y a un début de commencement de prise de conscience qui est intéressant. Parce qu'au bout du compte, c'est là où ça se gagnera. Donc je pense qu'il faut qu'on garde un œil, et nous, il faut qu'on soit beaucoup plus encourageants et qu'on soutienne beaucoup plus les personnalités qui ne sont pas que des théologiens. J'ai cité des femmes qui sont des femmes avocates, des femmes professeurs, la grande professeure de physique, la tunisienne par exemple. Bon, il faut qu'on n'accepte plus que ce débat soit empêché par l'accusation d'islamophobie. C'est une accusation insupportable qui mélange tout, et qui, évidemment, il ne faut pas s'en prendre aux musulmans, mais qui empêche le débat intellectuel sur ce point et qui abandonne en race campagne
les musulmans modernisateurs comme on a abandonné le camp de la paix en Israël. C'est un autre sujet. Mais là-dessus, on a une responsabilité. Et puisqu'on essaye de trouver des points positifs aussi dans cette discussion ce dimanche, il y en a un autre en France avec cette chute drastique, Gilles Finkelstein, des recrutements de Daesh, ce qui semblerait démontrer une désillusion quand même par rapport à ce qu'est ce projet, à la fois politique et religieux. Désillusion terrible, notamment de ceux qui en sont revenus et qui racontent, ce qui montre bien que le projet djihadiste s'est quand même étiolé, ou en tout cas n'est plus aussi attractif qu'autrefois. En France, dans la société française ? Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des raisons externes de se réjouir prudemment, comme vient de le faire Hubert Védrine, et les raisons internes que vous venez d'évoquer sur le recrutement. En même temps, moi, j'ai été très frappé. Il y a eu une grande enquête qui a été menée par le CNRS, à laquelle la Fondation Jean Jaurès a participé, qui a été conduite par Anne Muxel et Olivier Galland, auprès des lycéens. Des lycéens de seconde, c'est la plus grande enquête de ce type qui ait jamais été réalisée dans notre pays, auprès de 7000 lycéens dans un certain nombre d'académies, plus des entretiens individuels, plus une enquête auprès d'un échantillon représentatif, dont l'objet était de mesurer le degré d'adhésion à des idées radicales en matière politique et en matière de religion. C'est pas du recrutement, on est à un stade, évidemment, qui est un stade différent, mais qui est quand même le terreau sur lequel qu'il faut regarder. Et ce qui était frappant et inquiétant, c'est que lorsqu'on regardait l'adhésion à l'absolutisme religieux, l'idée, il n'y a qu'une seule vraie religion, la religion est supérieure à la science. Quand on regardait d'autre part la tolérance à la violence et à la déviance, et que l'on combinait ces deux dimensions-là, on voyait, c'est pas un échantillon représentatif, mais qu'il y avait à peu près 10% des jeunes musulmans au lycée qui combinaient ces deux dimensions-là. Et donc, je crois qu'il y a ce combat contre le radicalisme, de loin, il n'est pas derrière nous, mais il est devant nous. Vous êtes d'accord avec ça, bien sûr, François-Xavier Bellamy ? Ce qui est certain, c'est effectivement que le contexte pour une radicalisation de toute une partie de la jeunesse existe, et on le trouve dans cette fragilité de la rationalité qui, moi, me frappe beaucoup comme enseignant, et qui me frappe aussi comme élu d'ailleurs, une forme de fragilisation de la raison commune qui fait qu'il est très difficile parfois de poursuivre un dialogue. Non pas parce que ces jeunes y seraient impropres ou inaptes, mais parce que nous n'avons pas su, j'en suis convaincu, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet en particulier, mais je crois que nous n'avons pas su leur transmettre ce qui fait les conditions de cette raison commune et d'une parole commune. Alors c'est très difficile de savoir quels sont les symptômes de la radicalisation. Il me semble que du pur point de vue intellectuel, considérer que quand on croit dans sa religion qu'elle est la seule vraie religion n'est pas une forme de radicalité. C'est-à-dire que c'est le propre du croyant de croire que sa religion est vraie. On pourrait difficilement demander à quelqu'un qui croit à sa religion de croire qu'elle est fausse ou qu'elle est aussi vraie que les autres religions. Simplement, ce qui est certain, moi je me rappelle qu'elle doit se concilier avec la République, qui n'était pas un point neutre. Ça pour le coup, c'est pour le coup vraiment un point problématique. Je me rappelle de cette étude sur les musulmans de France qui montrait que une part non négligeable d'entre eux, et notamment parmi les plus jeunes, étaient susceptibles de considérer que les lois de la République ou effectivement de la raison commune devaient être placées en dessous. Ça, c'est l'étude de l'Institut Montaigne, au moins 30%. Exactement. Dans leur étude. Et ça, pour le coup, cette étude de l'Institut Montaigne, elle était extrêmement préoccupante. Et là encore, elle nous renvoie à cette inquiétude devant l'avenir qui ira bien plus loin que Daesh, parce que Daesh peut mourir. Cette difficulté-là, elle demeure pour le coup. Et elle nous interroge sur la façon dont nous saurons redire qui nous sommes. Et je rejoins tout à fait ce que disait Hubert Védrine en disant que sur ce plan-là, aucune espèce d'intimidation langagière par le biais de l'islamophobie ne nous empêchait de réaffirmer que nous avons un modèle commun à proposer et que ce modèle doit être respecté par ceux qui partagent la communauté nationale. Sylvie Kaufmann. Oui, je voulais revenir à l'état d'urgence, à tout le dispositif pour lutter contre le terrorisme auquel nous sommes habitués ces dernières années. Et j'ai eu l'occasion souvent de parler avec des collègues correspondants étrangers à Paris. Et leur regard est assez intéressant parce qu'ils sont, eux, très frappés en général par... et ce n'est pas le regard que nous portons, nous, par la cohésion de la société française. Alors ça nuance, tout ce que vous avez dit, les études que vous avez citées sont tout à fait intéressantes et exactes, et ce sont des constats que nous devons garder très très présents à l'esprit et travailler dessus. Mais il y a aussi finalement une société qui est restée solide, alors il y a deux choses. Il y a d'une part, elle n'a pas explosé, il n'y a pas eu d'affrontement entre différentes religions,
divisions entre différentes parties de la société. On est resté calme dans l'ensemble. Si vous regardez les terrasses des cafés en ce moment, c'est assez extraordinaire. À Paris, elles sont toutes surpeuplées. Et on a aussi, ce qui les frappe beaucoup, c'est le niveau d'acceptation de la société française à l'égard des mesures d'urgence. Et c'est vrai que finalement, il y a eu des débats, mais tout ça est passé, voilà, ça a été accepté, on a intégré tout ça, et les étrangers, ça les étonne beaucoup. Je parle d'Espagnols, d'Américains, etc. Ils se disent, mais comment vous pouvez accepter cette législation d'exception? Voilà, ça passe, en France, ça passe. Et alors l'autre chose que je voulais dire, François-Xavier Bellamy a cité le procès Merah, non pas celui de Mohamed puisqu'il est mort, mais de son frère Abdelkader. Et je trouve ce procès extraordinaire, vraiment très très intéressant à suivre. Il s'y dit des choses très importantes. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ne s'y disent pas, mais ce qui s'y dit est vraiment intéressant. Et l'autre jour, il y a eu cette semaine, notamment le jour où les familles des victimes sont venues témoigner. Il y a eu une intervention remarquable du frère d'un des soldats assassinés, parce que finalement les victimes de Mohamed Merah étaient juives, étaient musulmanes, et donc il a fait il a témoigné il a rendu hommage à la République, le frère de ce soldat musulman, en disant mais Merah insulte la République. Or, je paraphrase, c'est grâce à il est défendu par les avocats de la République et il ne faut pas l'oublier. Enfin, je crois qu'il s'est dit des choses. Il se dit des choses importantes dans ce procès et on doit y faire attention. Et on le suivra. Merci beaucoup Sylvie Kaufmann. Merci à tous les quatre d'avoir été nos visiteurs du dimanche pour ce nouveau numéro de l'Esprit public. 2 livres qui ont été cités dans la première partie de cette émission. Axel Honneth, L'idée du socialisme chez Gallimard. Et puis Jacques Julliard, L'esprit du peuple dont vous nous avez parlé. Sylvie Kaufmann, merci à tous les quatre. Merci à Céline Leclerc qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission. Merci à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé. À la technique aujourd'hui, Pascal Bénard et Sofiane Merfou. Tout de suite, notre déjeuner dominical, version Alain Krugère. On ne parle pas la bouche pleine. À la semaine prochaine.